parliez. Comment est née l'idée, l'envie de ce film? Alors, l'envie du film, elle est partie il y a eu plusieurs faisceaux. Je dirais que la première chose qui était importante pour moi, c'est que il y a une tradition française du film de casse à laquelle on a complètement renoncé. Et je trouvais ça triste parce que les souvenirs d'enfance de cinéma que j'ai, par exemple L'Orse-Bar de Collinson, où il y avait aussi les vieux films du Rififi chez les hommes, qui était le film culte de mon grand-père que j'ai vu 50 fois. Il y avait Mélodie en sous-sol, il y avait les films de Verneuil, les films de Lauder. Et on a renoncé, ça veut dire il y a eu cette période assez fructueuse, les films de Becker, il y a eu les films évidemment de Melville, il y a eu beaucoup de films qui travaillaient autour de cette thématique entre les années 50 et 70, et après les années 70, on a renoncé complètement à ce genre. Il y a eu le film de Cédric Lapiche, Ni pour ni contre, rien au contraire, il y a, je sais pas, une quinzaine d'années. Et en fait, c'est un petit peu le seul film qui s'est, je dirais, confronté à ce type de cinéma un petit peu particulier, puisque c'est un cinéma très codé, où on a le centre du film qui est vraiment le vol d'un objet de valeur. Donc ça, c'était la première réflexion, je dirais, autour du projet. La deuxième partie, c'était le diamant. Parce que j'adorais l'histoire de ce diamant. Quand je dis ça, le diamant, ça veut dire cette histoire de ce diamant qui a disparu de la couronne d'Autriche, puisque c'est un diamant qui était la plus belle pièce de la couronne de l'Empire d'Autriche, des Habsbourg, et en fait a disparu en 22. Et toute l'histoire de ce diamant qui est mêlé à Sicile impératrice, un diamant qui vient du XVe siècle, où le pape a essayé de l'avoir, où il y a toute une histoire autour du diamant que je trouvais assez passionnante. Donc ça, c'était une troisième chose qui m'intéressait. Et après, le troisième point, c'était de réunir des acteurs que j'aimais bien autour de ce projet, quoi. C'est-à-dire de fédérer des gens autour de ce projet. Voilà. Vous avez pensé aux Américains qui, eux, ont repris ce genre de film alors ces dernières années? Exactement. Ça veut dire autant la France a renoncé, autant les Américains, et très talentueux, puisque récemment il y a eu même Tarantino, on peut dire Reservoir Dogs, c'est un film de casse, on peut dire Jackie Brown, c'est un film de casse, on peut dire que le film de Spike Lee, c'est quoi le titre de... Comment? Inside Man, pareil, c'est un film... Ocean Eleven, évidemment. Donc, eux ont continué, les metteurs en scène talentueux, ça veut dire que c'est pas devenu du cinéma de vidéo, les gens sont continués à se confronter à cette problématique, qui est vraiment une problématique de cinéma, où le cinéma joue, je dirais, l'essentiel, c'est un peu le cœur du film, quoi. La narration, les surprises, les rebondissements, etc. Voilà. C'est vrai que c'était bien dans les films de casse français, justement, de cette époque-là, Verneuil, ou même certains films d'Alain Cavalier, les premiers films d'Alain Cavalier, on allait les voir aussi pour leurs acteurs, et moi j'ai l'impression que une partie de leur casting rappelle un peu les acteurs de cette époque-là. Vous faites un peu penser à Blier dans certains films de cette époque-là. C'était important aussi pour vous de retrouver un casting de cinéma qui fait un peu penser, avec des gueules entre guillemets de cinéma. Oui, oui. Alors pour parler de Jean-François par exemple, c'est vrai qu'on s'était rencontrés il y a plusieurs années. Et c'est vrai que c'est un acteur que j'ai toujours beaucoup admiré, donc j'ai toujours voulu partager un film avec lui. En même temps, ce qui est difficile pour un metteur en scène, c'est même quand on aime des acteurs ou qu'on admire des acteurs, c'est d'avoir un rôle qui correspond. Ça veut dire, je sais que Jean-François, je connais ses qualités, j'avais une image de lui. Et je voulais avoir un rôle à sa mesure aussi. Ça veut dire, c'est pas de dire juste qu'il traverse l'écran et puis qu'il s'en aille. Donc, et c'est vrai que, par exemple, quand j'ai écrit le scénario, Stévenin était omniprésent à côté d'Yvan Attal. Ça veut dire, dis-le plus fort. donc Stévenin était omniprésent à côté d'Yvan Attal, était vraiment omniprésent. Ça veut dire, pour moi, c'était vraiment un couple de père-fils. En schématisant, il y avait un truc de paternité entre deux qui était assez fort, où lui, on comprend que c'est un voyou qui a roulé sa bosse et qui a, dans l'imaginaire du film au début, je dirais les prémices de l'histoire, il y avait aussi l'idée que lui, il avait quasiment initié, fait grandir, etc., etc. D'ailleurs, vous avez vu le film? Donc il y a aussi vous voyez quand Yvan dit à Bérénice là devant la friterie, elle lui dit et votre père, et qui dit je sais pas où il est. En fait, cette réplique vient d'une première version du scénario où il y avait justement lui qui l'accueillait. On voyait toute une histoire, comment Albert en fait avait fait grandir Simon dans ce milieu, et c'est pour ça que Simon ne peut rien lui refuser. De fait, la dernière scène où l'autre il lui dit non, c'est pas possible, on va pas recommencer, et l'autre il dit mais si, il faut y aller, il y a du fric et on y va, et l'autre il dit bon bah ça va, j'y vais.
Donc, du coup, vous aviez choisi vos acteurs dès le... Sur l'écriture, non mais sur l'écriture, oui, ça veut dire que sur l'écriture, donc j'avais très envie de travailler avec Jean-François. J'avais fait un film avec Yvan et donc on s'était promis de refaire un film ensemble. Je savais qu'Yvan adorait travailler avec Jean-François et qu'il m'avait signalé plusieurs fois que c'était un acteur avec qui il aimait beaucoup travailler. Et il y avait aussi l'éclosion, je dirais, de Bérénice, qui était une actrice que je connaissais depuis pas mal de temps, puisque ça fait quand même, elle avait fait quand même le film de Junio, elle avait fait le film de Newton, elle avait travaillé dans beaucoup de films. Il y a eu l'éclosion de Bérénice avec, et du coup il y a eu une rencontre qui s'est faite autour du scénario avec Bérénice, et avec ce trio d'acteurs, c'est vrai que je me suis dit que ça correspondait, je dirais, à l'image du film que j'avais, quoi. Il n'y avait pas de choses qui étaient forcées, étirées, où on dit non, on met un acteur là parce qu'il faut mettre cet acteur. Non, je trouvais qu'il y avait une cohérence dans le casting qui était équilibré par rapport au projet. Voilà. Et vous, Jean-François Thévenin, le rôle, vous n'avez pas hésité, vous avez hésité? Ah ben j'ai hésité rien du tout. Non mais là je suis sidéré de l'entendre, j'en apprends. Pendant tout ce temps-là, moi je savais rien. Parce qu'on s'est croisé avec Eric, en dehors d'un ami commun qu'on a, qui est un Patrick Grandperret, qui est un super réalisateur et qui est comme un frère de cinéma. Il y a quelques années en arrière, moi je tournais dans une très très mauvaise série en Pologne, Napoléon. Napoléon, avec tout le monde s'en foutait complètement. Tout le monde, avec des producteurs qui disaient It's very nice, you're very good, show me. Oh là, tu tournais une catastrophe. Eric tournait Le Brasier. Juste à côté, on s'est croisés juste là. Moi, j'avais vu ton court-métrage de cinglé que tu avais fait avant, qui était formidable. Et on s'est parlé là. Plus de nouvelles de rien. Et là, 25 ans passent. Eric me dit, il faut que je te voie parce qu'il y a un truc, là, j'ai pensé à toi. J'ai dit, mais tu vas pas me reconnaître, tu me montres, tu te venant, tu es toujours bon pauvre, tu vois. On se voit, il était déterminé. Mais je savais pas que c'était si antérieur à ça, si tu veux, à l'écriture. Parce que forcément, quand on est là, qu'on va d'un petit truc à un autre et tout ça, on dit, bon, d'un seul coup, tu tombes sur quelqu'un qui est vraiment déterminé, qui a une vision, et ça peut être que toi. C'est vachement agréable. Non, mais c'est vachement agréable. C'est pas vaguement quand on est à l'époque maintenant, parce que vite fait, je veux dire, à l'époque des castings de tout, d'ailleurs je vais jamais, parce que ça rate à chaque fois. Tu es là, il y a un assistant, tu as la scène la plus importante du film. Je dis à mon fils Robinson, va jamais faire ça, il m'écoute jamais. Il en a fait 10, il n'y a pas une fois où ça marchait. Tu es là, tu as la scène la plus importante du film que tu as eu la veille, tu dis ça devant un gars qui te donne la réplique, et puis après, ça marche pas. Quand tu es un vrai metteur en scène, tu pas besoin d'essayer, tu as des visions. Tu te dis, je veux voir machin, tac. Et là Eric, mais alors c'était avec son mélange très agréable de détermination positive, souriante et en même temps complètement décidée. Je peux le répéter, s'il te plaît. Ah oui, c'est lui, ça. Donc là, on est parti, là, bien sûr. Là, vous aviez le désir du réalisateur. Ah oui, ah oui. Et puis après, alors là, j'en profite, puisqu'on est là dans au niveau du tournage, c'est pas que c'était sympa de travailler, etc. Ben, c'est que d'un seul coup, toutes les idées qui me viennent, par exemple à moi, sur le personnage, et dans l'axe où ça doit aller, il se trouve qu'Eric, il pousse dans la même direction parce que c'est son idée de départ. Donc déjà, ça demande qu'à marcher, ça. Partant de là, acharné comme il est, parce qu'il lâche rien, mais souriant, les deux, ça marche, hein, parce que moi, j'ai fait, Piala, pour vous donner des exemples, Piala, Godard, là, il n'y a plus de sympathie qui marche, tout le monde pleure dans sa chambre, t'es comme ça, tu te demandes ce qui se passe, en disant, on est chez les génies purs, alors c'est comme ça, il faut se faire maltraiter. Eric, pas du tout. Dès qu'il voit que ça va pas, il pousse. Mais quand je l'ai vu tourner au début, je me suis dit, il va tenir 15 jours, c'est pas possible. Ah non, 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 non. Avec 3 caméras, il est vraiment acharné toute la journée, mais souriant. C'est-à-dire, pouvant gueuler, pas gueuler, mais sur le fait qu'il faut y aller, parce qu'on va pas rester 15 jours, parce qu'il y a ça, puis ouf, ouf, et ça marche. Et ça marche, c'est-à-dire, il te pousse à chaque fois. Non, parce que c'est pas évident. Tu vois, par exemple, tiens, avec Yvan, on a tourné Les Patriotes, qui était un film magique d'Éric Rochant. Moi, c'est mon plus beau film, c'est sûr. Il y avait un nombre incalculable de prises, d'accord. Mais quand Eric, après, a fait Mafiosa ou a fait Total Western, j'avais l'impression d'une caricature d'Eric. C'est pas gentil ce que je dis, mais c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, eh ben, on fait 45 prises. Et puis d'un seul coup, t'es le 8e violon sur la piste. T'as l'autre qui arrête, qui dit, qu'est-ce que tu me fais, coucou, là, qu'est-ce qui se passe? Mais au bout de 45 prises, tu sais plus ce que c'est.
tu rentres dans un truc de tortionnaire. Là, tu te dis, mais là, ça va plus, là. Bon, avec Eric, on n'a jamais eu cette impression-là. Parce qu'il est pour le truc, il pousse, et en même temps, il voit tout. Et il y a une idée qui vient en plus, et tac, tac, et on continue, et finalement, la journée est finie. Vous diriez un peu à l'ancienne aussi, puisqu'on parle de ces... Non, lui, c'est vraiment un cas spécial. C'est vraiment un cas spécial de détermination. Non, par exemple, Truffaut, moi, quand je tournais avec Truffaut, j'avais l'impression qu'il n'en avait rien à foutre. Oui, oh, c'est juste une petite scène comme ça, vous allez bien? Oui, paf, on tourne, fini à 6h du soir. Hop, des petits trucs. Bon, j'ai dit comme ça. Complètement rare. Non, mais ça veut dire aussi... Rivette, c'était intéressant, Rivette, parce que il fait un truc, les acteurs improvisent, tout ça, etc. Ben oui, intéressant, mais Eric a une espèce de simplicité qui est son désir à lui, profond, que tout le monde est prêt à respecter. En même temps, il te donne envie de le faire. Non, je dis ça, je ne tire pas les pompes du tout, c'est très sérieux. Ça veut dire aussi la manière... C'est pas parce qu'on recommence, parce que tu es un abruti. On recommence, et puis en plus, une économie une multitude de plans. Et ça, alors là, Que justement, dans le dossier de presse, vous parlez de la scène du faux journaliste. Oui, ça c'est une impro. C'est une impro sur le truc. Dans le jeu, dans le jeu, quoi. Mais ça c'était par exemple, c'était un grand plaisir du film, pour revenir à la question de départ, l'idée que les gens, ils mettaient en scène en fait leur truc. Donc il y avait toujours Yvan, Albert, ils mettent en scène en fait des trucs, donc c'est assez jubilatoire parce qu'ils dirigent, ils s'amusent, ils manipulent, ils se déguisent, donc il y avait tout un plaisir aussi de reprendre ces outils du code du genre, et qui était un truc qui était assez passionnant. Mais pour rebondir sur ce que dit Jean-François, c'est vrai que aussi le projet du film, c'était un projet qui devait être un projet très ludique, entre guillemets, c'est-à-dire sans aucun mépris, mais ça devait être un film rapide, joyeux, où les gens étaient surpris. Donc c'est vrai, ce ne sont pas des films où on cherche, par exemple, il parle de Piala, où on peut parler d'autres metteurs en scène aujourd'hui, même comme Keshish ou des gens comme ça. Ce ne sont pas les mêmes, le but n'est pas le même. Donc moi, c'est vrai que mon but, c'est pas de faire 45 prises, parce qu'au bout de 45 prises, un acteur, il est plié. Il sait plus s'il est bon, il sait plus s'il est bon. Mais ça veut dire, je ne critique pas ça. Je ne critique pas ça. Mais ça veut dire, les metteurs en scène travaillent fonction de leur désir profond et de ce qu'ils cherchent. Donc un acteur peut vouloir vider un acteur, un metteur en scène peut vouloir vider un acteur. C'est possible. Bresson l'a fait, Bresson il faisait un insert, il tournait 50 fois un insert, et les acteurs au bout d'un moment ils disaient mais attends, on fait juste prendre le micro, et là les mecs ils disaient ben non, on recommence parce que, et il y avait un travail qui donne un certain type de résultat. Moi mon résultat n'était pas du tout en équation avec cette manière de travailler. Donc c'est vrai que moi j'aime travailler vite, j'aime faire beaucoup de plans et j'aime travailler très vite. Parce que je pense que ça donne du rythme, et je pense que sur un film comme ça fait que les acteurs ont du plaisir parce qu'ils ont une vision d'une scène sur laquelle ils travaillent, et ils travaillent pas sur, ils ne se referment pas sur des angoisses, qui sont des angoisses après, des doutes, des choses, mais que des metteurs en scène peuvent chercher, et que je respecte, parce que c'est pas toujours facile à faire. C'est marrant, tu parles de Bresson. Moi j'avais tout au début de mes trucs dans le cinéma, j'avais un copain, Jean Chiabeau, qui avait caméraman de Bresson, qui me racontait avec sa petite voix douce. Tu comprends rien, l'autre disait moteur. Sur un truc, la caméra, ils sont en train de l'installer. Tu vois, sur un truc, moteur. Les mecs, moteur, clap, démarre, ça tourne, la caméra tombe. Bon, alors, ouais, une fois, deux fois, trois fois. Bon, il paraît que c'est comme ça. Tu vois l'état d'esprit des acteurs ou des techniciens, un truc comme ça, voilà, tu rentres dans des zones... Tout est compliqué, quoi. Et là, tu es obligé d'être dans une espèce de gamberge pour aller chercher des trucs, aller chercher quoi, rien du tout. Ça veut dire que vous aussi, sur un autre film, en cherchant un autre résultat, vous pourriez travailler autrement? Oui. Par exemple, j'ai travaillé sur un film avec des enfants, par exemple. Et des enfants, c'est un rapport très compliqué. Il n'y a pas de direction d'acteur avec un enfant. C'est un enfant, par exemple, c'est l'émotion de l'enfant. C'est pas un enfant, par exemple, ne peut pas construire une émotion. Donc ça veut dire un enfant, s'il veut pleurer, s'il doit pleurer, il faut le faire pleurer. Si un enfant, il doit rire, il faut le faire rire. Et ça peut prendre du temps. Ça veut dire, il faut plier, et c'est très douloureux. Moi, je l'ai vécu sur des scènes, et c'est très douloureux, parce qu'on sadise quelqu'un. Et on sait qu'il n'y a pas d'autre manière d'obtenir ça d'un enfant, parce qu'un enfant, il n'a pas de technique.
il ne sait pas fouiller ce que fait un acteur comme Jean-François ou Yvan, c'est-à-dire fouiller dans un passé, fouiller dans des expériences et arriver à capter des émotions qu'ils ont eues et à les retranscrire, ce qui est un travail. Un enfant, il ne sait pas le faire. Donc un enfant, il doit pleurer. J'avais un enfant, une scène où il va pleurer. J'avais pris une gamine. J'avais travaillé avec la petite en lui demandant qu'est-ce que c'était, ce qu'elle préférait au monde. Son téléphone, c'était son téléphone portable. Et donc j'ai demandé à la production de prendre un téléphone portable. J'ai mis les mêmes stickers et tout ça. Et à un moment donné, je lui ai dit voilà, c'est simple, si tu pleures pas, je casse ton téléphone portable. Et là, la fille, elle sait le truc. Et elle était comme ça, et elle était comme ça. Et à un moment donné, je lui ai dit, viens avec moi. Je suis sorti, j'ai jeté le téléphone portable contre le mur, elle a explosé en larmes. Je lui ai dit, bon, maintenant, tu vas travailler. Et c'est violent, et ça vient même pour moi. Mais c'est pas ce projet. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas ce projet. On n'est pas dans la même recherche. Donc je crois qu'aussi la direction d'acteurs, ça dépend déjà des acteurs. Parce que vous avez des acteurs comme Yvan et Jean-François sont des gens qui proposent énormément de choses. Vous savez, quand je dis, ils proposent vraiment énormément de choses. Vous avez une palette. Vous travaillez avec Yvan, vous dites, on fait un chant contre chant. Yvan, tu parles à la jeune fille. Au bout d'un moment, il va parler à la jeune fille. Il va se lever, il va s'asseoir. C'est pas être dans le scénario. Mais je vais jamais lui dire, ne fais pas ça. Je vais laisser faire, on va voir. Et après, on revient. Et donc, c'est de travailler sur aussi ce que les acteurs amènent. Et je crois que, par exemple, Jean-François et Yvan sont des... Bérénice, par exemple, est quelqu'un qui construit beaucoup plus. Elle construit en amont, oui, elle construit beaucoup plus. Ça veut dire, elle arrive, elle construit quelque chose, et c'est vrai c'est pas sa manière de travailler, de laisser sortir les choses. Et par exemple, pour vous donner un autre exemple, Yvan n'apprend pas son texte. Quand je dis n'apprend pas son texte, c'est pas qu'il n'apprend pas son texte, c'est qu'il lit le texte, mais ne l'apprend jamais par cœur. Et en fait, il me dit, à un moment donné, et je m'en fous. Alors, si je fais un film de casse, donc je sais que j'ai des informations très précises. Et ça, je ne peux pas le laisser passer. Mais par contre, s'il dit un truc en plus, ou un truc, ou ce que fait Stévenin avec Bérénice quand il est là et qui dit feu, allez, hop, tu beau, et qui boit, c'est pas moi, hein. C'est lui, il est là, je lui dis vas-y, tu fais ce que tu veux, fais gaffe, il faut qu'elle parte pas, et il la tient, et puis quand elle part, hop, attends, on fait une photo, oh non, bouge pas, et Bérénice, elle est comme ça, elle me regarde, elle fait du genre, mais il est fou, et ça joue, parce qu'on voit elle n'en peut plus, il y a un gros plan d'elle, à un moment donné, on se dit elle va se lever, elle va mettre une tarte, donc c'est ça qui marche. Et donc c'est pour ça que la direction d'acteur, donc je dirais, il n'y a pas de... Moi je ne crois pas aux règles dans le bronze, je pense déjà ça émane du travail du metteur en scène, et d'autre part ça émane, c'est conduit par le projet. Voilà. Si demain je fais un film plus grave, plus sombre, ou plus... j'aurais peut-être une autre manière de travailler avec les acteurs. Voilà. Puis là on devait être aidé par aussi la façon dont on est. Yvan, il tourne beaucoup, grosse expérience. Il a fait des films, moi aussi. Donc, bizarre, ça donne quelque chose en plus. Et finalement, on est en réalité hyper sérieux, hyper trop sérieux, même trop à répéter les trucs. Pas dans ce que je faisais avec lui, mais moi tout seul dans ma chambre, j'étais là à tourner. Ah, il me dit ça, mais il faut que je dise autrement. Ah oui, mais ça va pas. Donc, on se prend bien la tête. D'un seul coup, si les chevaux se libèrent à la prise, parce que hop, il se passe des trucs, et que tu dis, mais ça, je m'en fous quand il y a ça, vas-y, et moi, j'essaie de dire mais non, on s'en fout. Alors, tu me disais, je me rappelle 2-3 fois, mais je m'en fous du texte, moi, vas-y, mais il s'en fout pas du tout. Mais ça te libère d'un truc, parce que ce qu'il faut, c'est dans le rythme de quelque chose, et paf, il y a un petit truc en plus qui arrive. C'est vrai, Jean-François Stévenin, quand on voit votre filmographie, on est impressionné, je pense, beaucoup le sont. Vous avez tourné avec très certainement la plupart des grands réalisateurs français, même certains réalisateurs américains. Et du coup, qu'est-ce qui vous attire dans les rôles? Qu'est-ce qui vous donne envie de jouer ce rôle? D'autant que vous avez joué des genres différents, du drame à la comédie. Non, c'est la baraka, c'est la rencontre, c'est le metteur en scène, c'est le projet. C'est plus le metteur en scène. Ah oui, complètement. Du coup, comment dites-vous que vous êtes un acteur, un metteur en scène, comme on l'a déjà entendu plusieurs fois? Vous êtes d'accord avec ça? Que je suis acteur? Un acteur à hauteur, un metteur en scène. Un acteur à hauteur. J'ai lu ça. Ouais. Ah non, c'est le hasard, vraiment. Hasard, la preuve. 25 ans après Napoléon, je me retrouve sur le diamant. Non, il y a beaucoup de hasard. Et c'est bien. C'est bien parce que le hasard, c'est le désir, c'est tout ça, quoi. Non, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de machin. Moi, non. Alors, il y a des trucs que j'ai pas fait parce que je le sens pas, mais quand tu le sens pas, ça va très vite. Ça va, bon. Autrement, non, parce qu'il y a toujours des choses un peu à défendre.
Moi, il m'est arrivé de faire des films parce que j'ai 4 enfants et que voilà, il faut croûter. Je me dis, tiens, celui-là, j'ai pas du tout envie d'un, mais il doit y avoir un truc, c'est de la contrainte. De la contrainte. Tu dis, là-dedans, je vais faire un truc, là-dedans, je vais essayer de faire quelque chose. Donc plein de fois, parce que tu peux pas être sans arrêt dans des coups de magie comme le film d'Éric. Il y a des fois, tu te dis, ouais, machin, ça va faire bon. Et tu y vas parce que c'est ton boulot. T'es là, t'es bûcheron, tu coupes du bois. Quand t'as du bois à couper. Et vous avez pensé à des acteurs comme Belmondo, Ventura, Delon, quand vous avez écrit et puis ensuite tourné Non. Non, par contre, non, quand je dis, c'est des films que je connaissais bien. Donc c'est des films qui appartiennent à leur époque, les acteurs appartiennent à leur époque. Donc par exemple Ventura, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui joue par exemple dans un film de Lelouch, qui est un film de casse qui s'appelle La Bonne Année, qui est un film où il est vraiment génial. Où il se déguise, où il se transforme, où il y a aussi tous les codes du truc. Donc c'est des acteurs que j'aime bien. Bon, Gabin avec son style Gabin, quoi. Hein, et il en a fait et il fait Gabin. Mais évidemment, ce sont des personnages qui ont été de tout temps accolés à ces projets. Donc forcément, par exemple, Yvan va c'est dans cette ligne que je positionne Yvan, puisque je le positionne dans ce type de rôle. Voilà. Mais sinon, non, je me disais pas, tiens là, Ventura, non, ça m'a jamais effleuré, quoi. Ils sont morts. C'était encore plus difficile. Pour l'interprétation justement de votre personnage, vous avez pensé aussi à des acteurs ou plutôt à des personnages de ces films-là? Ben non, parce que oui, j'y pense comme ça, puis j'oublie, parce que c'est très curieux, c'est jamais rentré dans la peau du personnage, mais c'est juste, ça vient insidieusement avec les costumes, avec ci, avec ça, tout doucement, on s'aperçoit que on commence à plus être pareil, mais bon, c'est des trucs, des petites alchimies internes, on s'en rend pas compte. Et après, alors là, je vais vous dire un truc dont je suis très très content, ça m'arrive très très souvent, quand t'as des compliments, c'est que les gens disent, oh bah vous, tiens, une fois je suis dans le train, je reviens dessus, ce machin, le contrôleur qui me dit, oh, si ma femme voyait avec qui je suis, Stévenin. Oh. Puis le gars, il parle non-stop. Moi, je dis rien. Il me dit, et puis dans la vie, eh ben vous êtes pareil. Vous êtes pareil. C'est ça qui est formidable. Je n'ai pas le temps de dire un mot. Alors t'es pareil, tu fais un pédophile dans un machin, tu fais un tueur avec Delon dans Parole de flic où je cartonne les PD, tu fais un film L'argent de poche, ah mais vous, alors... Puis de temps en temps, alors là, c'est là que tu vois que dans l'imaginaire, là, c'est des vrais compliments, indirects. Mais dans la série, le Camarguet, tout ça, les mecs disaient, oh, il y en a qui jouaient bien dans l'épisode, le dernier épisode, il y en a qui jouaient bien. Oh, je devrais pas vous dire ça, mais vous, c'est tellement naturel. Donc ils te disent que tu as joué avec un truc où les gens, ils jouent bien. Mais toi, tu ne fais rien. Et le mec, il s'en rend compte, il dit, oh, je devrais pas vous dire ça. Il se rend pas compte que c'est le maximum. Toi, t'es là, tu bosses pas. Comme ça. Non, en plus, je pense que c'est formidable. Ça. Je pense qu'un metteur en scène aussi, il prend. Je pense que pour un bon acteur, qui a vu des films, qui a vu des gens et tout ça, à un moment donné, le vrai travail, c'est un travail qui est sur lui aussi. Ça veut dire, et donc, je crois que c'est ça la force des grands acteurs, c'est-à-dire ceux qui arrivent à redonner des émotions qu'ils connaissent, ou s'ils ne les connaissent pas, qui arrivent à les reconstruire. Et je crois que c'est ça le plus difficile. C'est pas d'imiter, en fait, paradoxalement. C'est pas... L'imitation fonctionne pas. Quand Jean-François raconte, les gens disent t'es naturel. Mais naturel, ça n'existe pas. Si demain je vous dis, voilà, tu te lèves, tu marches, eh ben, tu vas te dire, oh, je marche, mais c'est quoi marcher? Alors je vais te dire, tu marches. Mais si demain je te dis, tu marches, mais tu vas acheter des cigarettes, tu vas marcher. Ou si je te dis, tu marches, mais là tu t'es fait lourder par ta petite amie, je peux te dire que là tu vas marcher différemment. Donc c'est ça que l'acteur construit. Ça veut dire de se dire, par exemple, c'est un film, Le Dernier Diamant, dans lequel les gens se déplacent, ils font des trucs. Mais si vous regardez par exemple, le moment, la première scène, où il arrive, où il arnaque les femmes de ménage pour entrer dans la chambre. Et la dernière scène, il marche pas pareil. La dernière scène, il marche, il est voûté, on se dit, il en a ras-le-bol de faire des coups de merde pour Albert. Et c'est que du comportement, c'est que physique. Donc c'est lui qui trouve ça, c'est lui qui le construit. Et c'est là où les acteurs sont forts, et ils peuvent pas être dans l'imitation, parce que l'imitation se voit beaucoup. Et des fois, c'est très perturbant aussi, ça joue sur les textes. C'est-à-dire quand même, la base, c'est de... Ça, j'ai compris ça il y a très longtemps, parce qu'au début, moi, je n'étais pas du tout acteur. Donc je me disais, moi, j'apprends pas. Puis après, j'apprends, mais je vais être bon à la première prise. Après, on peut... Bon,
Tout ça, c'est conneries. Puis à la fin, c'est le gros Depardieu qui me disait dis donc les mots, dis les mots, dis les mots. Donc je me suis mis à apprendre les trucs. Et puis après, tu t'aperçois qu'il faut vraiment apprendre longtemps à l'avance pour ne pas être plus embarrassé par ça. Et dans ce coup, il y a des petits bouts qui te gênent dedans. Quand tu as répété, mais 150 fois. Enfin, je veux dire, 3 semaines avant le tournage. Donc ça va. Et le jour du tournage, d'un seul coup, il y a autre chose qui part. Qui veut dire la même chose. Là, tu te dis, c'est pas pour faire chier, c'est pas parce que tu veux faire le malin. C'est que d'un seul coup, par rapport au personnage, intériorité personnage, d'un seul coup, ça veut dire qu'inconsciemment, tu te dis, Albert, il dirait pas ça comme ça, il passerait. Et là, t'en sais rien. On dit, dis donc, tu fais exprès ou quoi? Ça fait 4 fois que tu dis ça. Mais non, tu fais pas exprès. Tu dis non, mais si, je te jure, attends, écoute-le. Je sais pas pourquoi. Donc ça rentre. Et ça ressort. C'est quoi la touche d'aujourd'hui que vous amenez dans ce genre de film? C'est la technologie, Qu'est-ce que vous appelez? C'est-à-dire que ces films, on parle de ces films des années 50. Non, mais déjà, je pense que... Il y a quand même une touche différente. Non, mais ça veut dire la touche différente, je dirais, c'est un peu l'histoire du cinéma qui l'a conduit. L'histoire du cinéma, c'est qu'on ne filme plus aujourd'hui comme on filmait dans les années 50. C'est-à-dire quand vous voyez aujourd'hui, le cinéma est beaucoup plus rapide, beaucoup plus monté. Par exemple, c'est un film qui n'a pas été filmé. J'ai jamais mis un pied de caméra, par exemple. J'ai jamais eu un pied pour mettre la caméra. Les plans fixes étaient faits à l'épaule, tout est fait à l'épaule. Donc ça veut dire que le cinéma évolue dans la manière. Je pense qu'aussi il y a une interaction entre les nouvelles techniques, c'est-à-dire les techniques numériques, qui donnent une rapidité dans l'exécution, une facilité avec la lumière, avec un réalisme dans la lumière où les opérateurs éclairent beaucoup moins qu'à cette époque. Aussi, on a d'autres problèmes, on a moins de problèmes de beauté, on a moins de problèmes... Je parle par rapport aux acteurs, par exemple. On a moins le côté qu'on voit les films, et même Gabin et tout ça, on sent que les mecs, ils sont des projecteurs, ils arrivent, ils rentrent dans la lumière, ils sont comme ça, et c'est fini. Donc ça veut dire, je dirais, la modernité visuelle du film, ça veut dire qu'elle est aussi ça veut dire une manière de tourner qui forcément, je subis, comme nous tous, vous comme moi, tout ce qui se fait, tout ce qu'on voit. Tu l'as utilisé très fort. Non, mais je suis avec le chef-op formidable que tu as, c'est-à-dire tous les deux. Comment? C'est même plus un choix, vraiment. Non, enfin c'est un choix parce que par exemple pour vous deux, pour rentrer dans des choses. Non mais sans te contredire, Eric, on est là où là sont dans une cave, on est en train de faire la clé, de bidouiller quelque chose. On est dans le noir complet. Mais il y a un petit volet là-bas. Dehors, il y a des ballons d'hélium qui éclairent la forêt, qui te renvoient de la lumière. Là, dans un truc, c'est hyper construit. Et pour ça, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est pas... on n'a pas besoin de lumière, on peut tourner sans lumière. Hein. Là, on avait une débauche de trucs. Mais chiadé. Débauche de si, chiadé. Mais chiadé. C'était chiadé, mais c'était pas une débauche. Non, débauche, mais enfin... ça veut dire qu'aussi, il y a un autre truc aussi, c'est que le choix, par exemple, sur le film, c'était comme c'est un film sur le principe, tout était, bon, c'est un peu théorique ce que je vous dis, mais je suis parti de ça. C'est par exemple, j'avais décidé de ne pas filmer sur pied parce que je voulais que tout soit jamais stable. Ça veut dire que je voulais qu'il y ait toujours un truc qui fait que quand une caméra flotte, le spectateur, inconsciemment, je ne parle pas consciemment, il n'analyse pas, mais il est jamais en position équilibrée où il se dit bon là c'est posé, je me repose. Il a toujours quelque chose. Et comme tout le film était sur la manipulation et que tout le film était sur le fait de jouer sur le spectateur qui soit en permanence déstabilisé, ça veut dire te dire est-ce que Simon aime Julia? Est-ce que Simon va se retourner? Est-ce que à un moment... Donc le but c'était tout le temps, dans toutes les scènes, même les scènes d'amour, même les scènes, c'était de ne jamais être trop installé avec des grues, des machins, des trucs. Donc c'était un film qui était assez vif à cause aussi dans ce but-là. C'est-à-dire de faire que le spectateur ne soit jamais confortable et ne s'installe jamais. Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous de faire du cinéma? Alors ce qui m'a donné envie de faire du cinéma par les actrices, donc ça je dirais c'est un poncif, mais à 14 ans c'est un poncif qui a du sens, qui est important. Mais ça veut dire en fait j'ai commencé très tôt, j'ai fait du cinéma très jeune, enfin j'étais déjà dans l'idée de faire du cinéma très très jeune. J'allais beaucoup au cinéma, donc le cinéma m'a beaucoup alimenté, j'ai fait, voilà, pour moi je ne pouvais pas, je dirais que le centre du cinéma pour moi c'était raconter des histoires.
Et j'avais un plaisir, j'allais énormément au cinéma parce que j'avais un plaisir à me détacher de ma ville de province dont j'étais issu et prisonnier. Et aller au cinéma, pour moi, c'était aussi sortir de ce monde, voir des choses, voir des histoires ailleurs, voir le monde. Et donc, en fait, c'est vrai que paradoxalement, venant d'un village où il y avait 3 salles de cinéma, maintenant il n'y en a plus, c'était un petit village de 10 000 habitants, mais il y avait 3 salles de cinéma, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas Internet et tout ça. Donc ça veut dire que j'allais tout le temps au cinéma, et c'est vrai que c'était pour moi une manière de sortir. Et c'est vrai que c'est une chose sur laquelle, au bout d'un moment, je me suis installé. Je me suis dit, je ne peux pas faire un truc où je vais me retrouver dans un métier à côté. C'était impossible. Voilà, donc ça a été un peu les deux, et il se trouve qu'après, la vie a fait que les choses se sont déroulées un petit peu comme j'avais envie qu'elles se déroulent. Est-ce que vous avez dû vous censurer au niveau de la mise en scène par rapport à des coûts de production, par exemple? Non. Non, parce que, vous voyez, par exemple, il y avait ce problème, évidemment, hein, mais ça veut dire que l'idée d'Anvers, par exemple, c'était important dans la mesure où Anvers, c'est quand même la capitale du diamant. Et donc, il y avait aussi cette idée de travailler autour d'un monde qui était le monde des diamantaires, où il y avait, par exemple, quand j'ai rencontré les gens qui s'occupent d'Agen, ou des grosses maisons, ou Sotheby's, ou des grosses maisons, quand je leur disais, mais faire une vente prestigieuse à Anvers, est-ce que ça a du sens? Ils me disaient, oui, ça a du sens. Parce qu'Anvers, depuis 2 siècles, c'est les tailleurs de diamants, c'est l'histoire du diamant, la bourse de diamants est à Anvers, donc il y avait une cohérence. Le Luxembourg, par exemple, c'est là où il y a l'échange. Parce que qu'est-ce que je cherchais? C'était aussi un endroit où il y avait un système bancaire très occulte qui fait qu'à un moment donné, on peut laisser passer des voyous parce qu'ils alignent de l'argent. Et donc, du coup, il y avait toute une cohérence dans la circulation du film qui faisait que je n'ai pas eu je me suis pas dit ah, il faut faire ça là, il faut faire ça là. Je trouvais qu'il y avait une logique dans le narratif, je dirais dramatique. Oui, parce qu'on dit toujours que les Français ne sont pas à la hauteur des films américains pour le côté grand spectacle, mais c'est vrai que des plans en avion, en hélicoptère, ça n'avait pas de sens. Et moi, ça veut dire par exemple pour ça, parce que j'ai pas de problème pour faire des plans en hélicoptère. Oui. Non, mais quand je dis ça, j'ai pas de problème. Non, mais ce que je veux dire, je n'ai pas de problème économique pour faire des plans en hélicoptère. Oui, mais moi, mon film, j'ai jamais voulu une grue. Mais une grue, les producteurs, ils me disent, mais tu veux pas une grue? Je dis, je veux pas de grue, je veux foutre ta grue, garde ta grue. Non, mais ça veut dire que quand je dis ça, ça veut pas dire que je n'aime pas la grue. Mais je veux dire, sur ce sujet-là, je ne voulais pas être avec des trucs, des plans en hélico. Je m'en fous. C'était pas le sujet. Le sujet, c'était avec les gens, et c'est des gens qui font des arnaques, des gens qui volent des gens qui ont des idées, des gens qui sont brillants, ce que vous disiez, des gens qui mettent en scène des vols, qui arnaquent des gens en étant très intelligents. C'était ça le sujet. Donc je voulais rester là-dedans, en dehors de l'histoire sentimentale, mais qui était aussi une histoire très ambiguë, puisque jusqu'au troisième tiers du film, on ne sait pas. Quand il embrasse la fille, franchement, on ne sait pas trop pourquoi. Hein, parce qu'il sait que si jamais il se fait attraper, il est marrant, donc il l'embrasse, on se dit, il y a peut-être de l'attirance. Mais moi, par exemple, personnellement, je sais que s'il n'y a pas cette scène, il n'embrasse pas la fille. Parce que le mec, c'est un pro et qu'il sait qu'il va voler. Et il embrasse la fille parce qu'en effet, il la désire, mais il outrepasse sa fonction parce que sinon, il est coincé. Et ça, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur ça, de me dire, je voulais pas faire un film où le mec, il arrive, c'est Yvan Attal, il sourit, Bérénice Bejo sourit, il se regarde, il roule un gadin, il lui vole le coffre. Je me suis dit, c'est chiant. Ça aurait été bien. Non, mais ça veut dire, ce que je disais, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, je dis, si vous prenez le film, vous mettez un mec à la place de Bérénice Bejo, jusqu'au baiser, le film, il fonctionne. Et il peut même continuer à fonctionner si c'est le mariage pour tous et tout ce qu'on veut. Ouais. Ça veut dire, non mais sérieux, je dis, il n'y a pas de limite. Ça veut dire, dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il est dans la duplicité absolue, il pourrait dire que montrer qu'il a du désir pour un homme juste pour se sauver de là, mais le film fonctionnerait. Parce que le truc qui la piège, la fille, c'est quand il lui rend l'argent. Quand il lui rend l'argent, qu'il lui file ses billets, qu'il lui dit ça qu'elle va voir Baumer, qu'ils ont préparé les photos et tout, la fille a dit, le mec, il est clean, et le mec est clean. Donc, c'était ça le but. Ça a été un long travail sur l'histoire. De faire que le rapport amoureux ne soit pas une facilité pour que le héros réussisse son coup facilement. Voilà. Donc ça, c'était une des règles qu'on s'était imposées dans l'écriture du scénario. Par contre, on ne comprend pas pourquoi il ne vole pas la clé. Il fait son truc de la mettre dans ce liquide là pour faire la copie et il ramène la clé. Parce que là, se compliquer la vie à faire le double dans la chambre même de Bérénice,
Oui. Là, moi, Oui, mais si le lendemain, on voit que Bérénice, elle ouvre le coffre tout le temps. Oui. Il prend la clé, il part le soir, le matin, 7h du matin, elle ouvre le coffre pour mettre un truc, il n'y a pas la clé, qu'est-ce qu'elle fait? C'est l'alerte générale, on arrête la vente, on change tout. Dites-moi, allez, faisons le scénario, allons-y. Non, mais il n'y a pas de problème, allons-y. Donc, il vole la clé, il est minuit. Hein, d'accord? La clé, il est minuit, et il la ramène. D'accord. Et quelqu'un l'appelle à 1h du matin et lui dit, ah tiens, tu peux pas me filer un papier que tu as dans le truc? Elle offre le coffre, il est minuit, il n'y a plus la clé. Elle appelle le service sécurité, elle dit, il y a eu un problème. Elle sait que c'est lui. Elle sait. Ah bah, mais non, mais pourquoi elle ne... Alors, le problème, c'est pas ça. Non, je vais vous dire, c'est que si j'avais fait ça, vous seriez là, vous m'auriez dit, c'est trop facile. Si jamais la fille, elle avait ouvert le coffre, elle aurait vu qu'il n'y a pas la clé. Et vous auriez eu plus raison que dans ma solution. Ça veut dire que lui, il ne peut pas prendre le risque de laisser une nana pendant 7 heures, il ne sait pas ce qu'elle fait. Pourquoi elle n'ouvrirait pas le coffre? On la voit bien mettre des papiers à un moment donné. Donc, lui, il veut pas de risque. Donc, à un moment donné, il se dit, voilà, j'ai 2h30 de séchage pour faire l'empreinte, j'ai 2h30 de séchage. Donc, ça tient. Ça tient. Mais si on fait à l'envers, ça ne tient pas. Et vous m'auriez fait le reproche. Vous m'auriez dit, ouais, c'est trop facile. Vous dites, la fille, elle n'ouvre pas le coffre. Pourquoi le matin? Peut-être elle veut vérifier sa clé. Peut-être un mec va lui dire, tiens, on va faire un essai. Et vous m'auriez dit, ça marche pas votre truc. Je vous aurais dit, vous avez raison. Non, mais je suis sérieux. Je suis sérieux. Non, mais pourquoi Justement, comment vous avez tricoté le scénario? Parce qu'il il est vraiment bien ficelé, hein, faut dire. Oui. Vous travaillez avec des tableaux, des petits papiers, ou vous écrivez de façon linéaire? Non, c'est toujours pareil, on revient au cadre des films. Hein. Ça veut dire que le cadre de film, c'est un film de casse. Un film de casse, vous en avez tous vu. Tout le monde connaît les codes, tout le monde connaît les règles. On prépare le casse, on vole, et il y a un épilogue noir, positif. Prenons le film que tout le monde connaît le plus, Ocean Eleven. Vous avez la préparation, vous avez le casse. Il y a une surprise essentielle, c'est quand je parle du 1, hein. Je parle quand les mecs du FBI arrivent et sortent les trucs et tout ça. Donc tout ça, c'est une mécanique. Et la mécanique ne peut pas s'improviser. Donc je ne peux pas prendre un stylo le matin et me dire « Ah tiens, je sens machin truc ». Non. Je me dis, ils veulent voler un diamant. Donc quels sont les obstacles? Et à partir du moment où il y a des obstacles, je me dis, bon, comment les contourner? Alors après, on peut dire, ah ben le mec, la fille, elle tombe amoureuse de lui. Là, le scénariste, il me dit, la fille, elle tombe amoureuse de lui. Je dis, ouais, ok, super. Et si la fille, c'est une fille, il n'y a aucune attirance entre eux, qu'est-ce qui se passe? Si le mec, il l'aime pas du tout, qu'est-ce qui se passe? Si la fille, l'aime pas du tout, donc qu'est-ce que c'est? Donc on arrête le film, les mecs, ils font plus de casse parce que la fille, elle est pas assez belle et le mec, il est pas assez beau. Donc je dis non, il ne faut pas partir là-dessus. Les mecs, ils peuvent braquer, que ça soit une femme âgée, une femme jeune, une femme belle, une femme laide, on s'en fout. Les mecs, ils ont un plan. Donc le mec, il vient, il dit, je représente votre mère, j'ai travaillé avec vous. Quelle que soit la fille, ça marche. Après, la fille, on pourrait dire, elle s'amourage de lui, lui non. On pourrait dire, lui s'amourage d'elle, elle non. Mais on s'en fout. C'est comment on travaille dans cette mécanique pour faire qu'elle va plonger. Parce que le problème, c'est comment il va la harponner et qu'à un moment donné, elle va avoir besoin de lui, elle va croire que c'est son sauveur, alors que, évidemment, c'est son pire ennemi. Et c'est vrai que le travail de la mécanique, mais on a mis énormément de temps. Ça veut dire, sur la mécanique, on a passé 2 ans et demi, en fait. Bizarrement, écrire des scènes, c'est très facile. Parce que écrire des scènes, vous imaginez un Uluberlu comme ça, un Tal et tout ça, hop, ça vient. Mais par contre, la mécanique était très longue à trouver, très compliquée. 2 ans et demi. Bah oui. Ouais. Et est-ce qu'au final, le film que vous aviez imaginé il y a 2 ans et demi, est-ce que le film d'aujourd'hui que les gens vont voir correspond à ce que vous aviez imaginé au départ, ou est-ce que ça a beaucoup bougé? Oui. En fait, je dirais que c'est un peu le plaisir que j'ai en voyant le film, c'est de se dire que je suis assez proche, vraiment, et d'ailleurs tous les gens, qui soient des financiers, les producteurs et tout ça, sont surpris de l'équation qu'il y avait entre le projet et le film. Donc, parce que souvent on dit, voilà, mon film ça va être ci, ça, et puis les gens à l'arrivée ils disent, tu nous as vendu ça, et puis ça n'a rien à voir, quoi. Non, là il y a une... Mais de par le fait de ce genre aussi qui est très précis. Par exemple, moi au montage, je ne peux pas dire, ah bah tiens, cette scène j'aime pas, je la mets là. Impossible. Il y a un déroulement mécanique et dramatique sur les 3 actes du film qui est incontournable. Je ne peux pas le changer. Donc si je me trompe au scénario, le film est raté.
Donc c'était ça qui était... Moi, c'était ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est ces difficultés de scénario, c'est-à-dire les difficultés narratives. Ça m'intéressait. La magie des acteurs qui finalement fonctionnent. Voilà, mais ça c'est autre chose. Là, on parlait de scénario. Sur le scénario, il y avait ce plaisir. Voilà. Est-ce qu'ils ont été comme vous les rêviez? Ah, oui. Non, ça c'est... Non, ça les acteurs me font gagner sur le film. Ça veut dire, les acteurs... Quand vous avez des acteurs, de bons acteurs, des acteurs qui sont investis sur un projet, votre film gagne. Toujours. Vous gagnez sur la scène de Stévenin qui interviewe Bérénice. Je peux vous dire, la scène, vous la lisez, c'est la même scène, mais c'est pas la scène que vous avez vue. Cette scène, on gagne. On gagne en drôlerie, on gagne en folie, en truc, en machin, en truc. On se dit, le mec, il est complètement... Il en a rien à foutre. Donc, tous ces éléments-là, oui, on gagne. Les acteurs nous amènent des choses. Pourquoi le dernier diamant? Alors, le dernier diamant, c'était... l'histoire, en fait, c'est que dans l'histoire de ce diamant, c'est le dernier diamant historique qui est vraiment disparu. C'est-à-dire que ce diamant, qui appartenait donc à la couronne d'Autriche, un diamant qui a, en réalité, les gens ont considéré qu'il avait été volé en 1989, quand la princesse Zita est morte. Parce que c'était la femme de Charles Ier. Et la femme de Charles Ier, on croyait que c'était elle qui avait ce diamant. Et jusqu'à la fin... Les gens pensaient que ce diamant n'avait pas disparu, n'avait pas été volé, et que c'était elle qui le gardait en cas de la restauration des Habsbourg sur le trône d'Autriche. Et en 89, on a compris qu'en fait ce diamant avait été volé, il a sûrement été emmené en Argentine, découpé, etc. Et donc, dans l'histoire des diamants, je parle des diamants historiques, c'est pas tous les diamants, c'est les diamants de l'histoire, comme il y a eu le petit Sancy qui appartenait à Catherine de Médicis, qui a été vendu il y a 2 ans chez Sotheby's, 8 ou 9 millions, comme le grand Sancy qui est au Louvre, tous ces diamants historiques. Donc il y a eu, par exemple, tous les Mazarins qui appartenaient à la couronne de France qui ont été volés, mais ça date de 92, d'après la Révolution. Mais le dernier, dont on ne sait rien de ce qui s'est passé, c'est 89. Donc on l'a appelé de fait le dernier diamant. Voilà. Pour vous faire une histoire, c'est l'historique. Votre précédent film date de 2007, donc Le Serpent. Oui. Donc aujourd'hui on est en 2014. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est passé 7 ans entre vos deux films? Qu'est-ce qui fait qu'on voit si peu sur grand écran finalement? Déjà je suis pas rapide. Ça veut dire que je pense que... Si vous voulez, aujourd'hui, je pense que le scénario est la pièce maîtresse d'un film. Quels que soient les genres. Dans Le Serpent, c'est un autre genre. Et donc, forcément, il y a un travail sur le scénario qui est assez long. C'est-à-dire essayer de ne jamais renoncer à remettre en question, qu'on fait lire, que les gens disent « mais ça, c'est pas crédible », et de dire « bon, si lui croit que c'est pas crédible, il faut crédibiliser ». Donc, il y a un gros travail. Par exemple, là, il y a 2 ans et demi, 3 ans d'écriture, à peu près. Bon, après, entre-temps aussi... je ne travaille pas que sur un film. Vous voyez, par exemple, là, je travaille sur 2 autres projets. Donc après, vous dire quand est-ce qu'ils vont voir le jour, je ne sais pas. Comme à cette époque-là, j'ai écrit un autre film qui ne s'est pas fait, qui était une adaptation d'un roman anglais fantastique. Bon, ce film ne s'est pas fait, mais ça veut dire qu'après, le temps, c'est le temps aussi de la mise en place des projets. Puis c'est des projets ambitieux. Ça veut dire que dans l'économie actuelle du cinéma français, le Dernier Diamant, par exemple, c'est un film qui coûte cher, pour parler bêtement. Ça veut dire que c'est pas une comédie. C'est pas... Donc au niveau économique, c'est pas des films sur lesquels les financiers prennent des gros risques par rapport à un potentiel de spectateur qui n'est jamais... C'est pas les films, c'est pas des comédies où on dit on va faire 3 millions d'entrées. Un film qui marche très bien, un film de casse qui marche très bien, c'est 1,5 million, 2 millions. C'est pas des... Donc il y a aussi ça. Ça veut dire que c'est des projets sur lesquels les financiers se méfient un peu. Ils ne savent pas trop comment les porter. Et les films sont toujours chers parce qu'ils sont ambitieux. Il y a besoin de filmer, il y a besoin de temps pour filmer, il y a besoin de filmer des détails. On ne peut pas s'appuyer juste sur un comique qui fait une blague. Il faut raconter les choses. Donc c'est du temps. Voilà. Donc vous travaillez sur des projets actuellement? Oui. Oui, heureusement. Oui, non, en fait, je travaille là en ce moment sur une adaptation de La Promesse de l'Aube, qui est un roman de Romain Gary. Et je travaille sur un autre projet qui est un film de séquestration. Voilà. En plus, tout à fait des thrillers, enfin, film séquestration un peu. Séquestration. Merci. Merci.
Vous êtes Simon Farrell? C'est moi. Je suis isolée et c'est ma première grosse vente. Votre mère se méfie des sociétés de sécurité qui appliquent simplement des matrices. Elle m'avait demandé un audit des installations. Le Florentin n'est pas une simple pierre précieuse. C'est une légende. Et c'est cette idée qui fera de cette vente une vente historique. S'il ne monte pas au-dessus de 40 millions, on pourra considérer cette vente comme un échec. Donc vous serez responsable. J'ai appris que vous avez perdu votre mère à peu près au même âge que moi. Non. On va prendre un dessert quelque part? C'est parti. Lieutenant Forêt, vous êtes en train de subir un vol organisé. Monsieur, vous vous trompez, cet homme travaille avec moi. Simon, mais dis-lui! Je sais que vous avez couché avec ce type. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles vous étiez consentante? C'est pas possible. Tu savais rien? Non, je savais. Tu savais, mais tu peux, espèce de salaud! Arrête! Je suis comme toi aujourd'hui, j'ai tout pu. T'es pas comme moi, tu seras jamais comme moi. Toutes vos petites conneries, là, c'est pour me balader. Il y a autre chose, Julien. Quelqu'un que tu connais. Cette pierre, c'est une saloperie qui porte malheur. Il n'y a que toi qui peux arriver à savoir.